bonjour et bienvenue ici à Washington, D.C. où nous recevons le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la République démocratique du Congo, M. Jacquemain Chabani, qui est avec nous sur ce plateau. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Merci énormément à vous de nous donner ce temps parce qu'on sait combien vous êtes très occupé ici à Washington, D.C. Alors, monsieur le ministre, pourquoi vous êtes ici? Je suis venu participer au forum économique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, qui est un cadre organisé pour permettre au monde des affaires, mais encadré par le gouvernement américain, au monde des affaires américain, de mieux comprendre la République démocratique du Congo, lui partager les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Et moi, en tant que ministre de l'Intérieur, j'ai été associé à cette activité pour partager avec ce monde des affaires le volet sécuritaire. Parce qu'effectivement, déjà dans le programme du gouvernement, dans son deuxième pilier, le ministère de l'Intérieur a l'initiative et l'ambition de sécuriser les populations vivant sur le territoire congolais, leurs biens et le territoire. Donc, je suis venu ici partager avec les États-Unis d'Amérique, dans le cadre du forum économique, toutes ces initiatives, toutes ces politiques publiques mises en place qui protègent les populations et leurs biens, qui protègent les investisseurs étrangers qui viennent en République démocratique du Congo, qui les encadrent et qui leur permettent de faire un business dans un environnement sécurisé, plus sécurisé, mieux sécurisé. Est-ce que c'est une façon de dire aux investisseurs américains, vous voulez venir en RDC, il n'y a pas de souci, il y a la sécurité, vous serez sécurisé, votre business sera sécurisé, c'est un peu ça? Exactement ça. Dans ce cadre-là, parce qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, nous sommes dans la dynamique de la mise en œuvre, de la finalisation de la réforme de la police. Nous avons pu obtenir la promulgation de la loi de programmation de la police, qui est aussi un cadre où il est possible de créer ou de solliciter des investissements privés et étatiques. Donc c'est aussi des opportunités pour le monde du business des États-Unis d'Amérique, qui d'ailleurs, tel que nous l'observons à distance, a des performances en matière d'ordre public, de sécurité publique. Nous avons aussi cette ambition de pouvoir bénéficier de cette expertise, de mettre en place un partenariat public-privé au bénéfice de l'ordre public en République démocratique du Congo, c'est-à-dire faire bénéficier non seulement à la police nationale congolaise, mais à tous les services du ministère de l'Intérieur qui sont engagés à sécuriser nos populations, pouvoir bénéficier de l'expertise américaine. Alors, monsieur le ministre, quand on sait la presse qu'il y a, si on voit la presse qu'il y a derrière la République démocratique du Congo, pour un Américain lambda qui s'intéresse aux affaires africaines, il voit tout de suite la guerre à l'Est. Mais comment convaincre à cet Américain-là que malgré ce qui se passe à l'Est, ils peuvent venir et investir en toute sécurité en RDC? Oui, mais c'est à travers des forums comme celui auquel nous sommes en train de participer que nous partageons les réalités de la République démocratique du Congo. Sur deux provinces et une partie des deux provinces que la crise sécuritaire sévit, ce n'est pas toute la République démocratique du Congo. Toutes les autres 24 provinces ont des potentialités aussi énormes. Mais encore que pour les États-Unis d'Amérique, nous avons l'avantage que c'est le pays qui a pris à bras le corps la résolution du conflit en République démocratique du Congo. Donc, il faut aussi le faire participer à tout ce qui concerne l'ordre public, mais aussi à tout ce
qui concerne la mise en œuvre de la paix. Et dans la mise en œuvre de la paix, nous avons aussi la restauration de l'autorité de l'État. Donc nous sommes venus aussi partager toutes ces questions-là avec les responsables du gouvernement américain. Et tout ça nous permet aussi de donner l'image réelle de la République démocratique du Congo à travers toutes les autres provinces non concernées par cette crise sécuritaire, à travers le partage des réalités, des potentialités. Il y a une forte délégation qui est venue participer à ce forum, des différents secteurs avec les différentes potentialités. Et je crois qu'à travers une activité comme celle-ci, l'Américain qui voit le Congo de très loin et qui n'a seulement l'occasion d'entendre parler du Congo par rapport à sa crise sécuritaire, a l'opportunité de réaliser ce qu'est réellement le Congo. Alors quand on parle réalité, Monsieur le ministre, c'est aussi nos embouteillages à Kinshasa, qui d'une certaine façon ne facilitent pas beaucoup le business par rapport au temps. Vous avez en charge la police, notamment celle de la police de roulage. Comment est-ce que vous comptez travailler là-dessus pour mettre fin à ces embouteillages, pour permettre à ce que les gens qui viennent investir au Congo ne subissent pas les conséquences? Bon, au niveau du gouvernement, nous avons déjà pris plusieurs initiatives. Nous gérons la problématique des embouteillages dans une commission interministérielle parce qu'effectivement, la problématique, elle est assez transversale. Mais je crois que les Quinois, même si c'est un peu souffrant pour le moment, sont conscients qu'il y a un bon nombre de chantiers en termes d'infrastructures qui ont été ouverts dans la ville de Kinshasa. Mais aussi, il y a un grand chantier de rocade qui est en cours et qui, si je ne me trompe pas, d'ici une année ou un peu moins d'une année, il sera mis à la disposition du public. Ces chantiers-là aussi sont parmi les facteurs des embouteillages, mais au niveau de l'ordre public, qui est notre secteur, le ministère de l'Intérieur, nous avions pris déjà des dispositions avant la rentrée scolaire pour faciliter que cette rentrée scolaire soit plus aisée, non seulement pour les élèves, mais aussi pour les parents. On avait pris un certain nombre d'initiatives. Nous avons été en Conseil des ministres par la suite instruits à renforcer ces mesures avec la participation en associant les forces armées congolaises à venir en appui à la police de roulage, ce qui a été fait. Nous allons évaluer la semaine qui vient ici toutes ces dispositions. Nous savons que nous sommes conscients qu'il y a encore beaucoup de difficultés. Nous avions déjà bien avant insisté pour que nous puissions renforcer la police de roulage avec des nouveaux éléments. On a lancé une formation il y a maintenant 1 mois et demi, si je ne me trompe pas, 2 mois, à Kassamoulou. Ce qui fait qu'on va renforcer la police avec... Est-ce que vous pensez que c'est un problème de nombre ou c'est le problème de prise en charge? Nous avons Il faut qu'il soit bien payé, cette police. Sur le plan de la prise en charge, ouais. Je crois que les agents de la police nationale congolaise le témoignent déjà. Les conditions de travail s'améliorent. Il y a eu une augmentation dans au niveau de leur mensualité. Aujourd'hui, chose qui n'avait jamais été faite auparavant, que ce soit la police et l'armée, ils sont inscrits à la sécurité sociale, donc en termes de maladies, accidents de travail, et même pour leur retraite, ils sont déjà rassurés. Donc ces conditions-là sont en train de changer, et je crois que le policier est déjà plus ou moins satisfait. Mais c'est vrai aussi qu'en termes de nombre d'éléments, nous avons quand même des faiblesses. C'est pour ça que nous sommes en train de bousculer sur la formation. La loi de programmation est une grande opportunité. Et nous avons une ambition d'un recrutement de plus de 90 000 éléments. Mais en attendant sa mise en exécution qui va commencer dans les mois ici, après la session budgétaire ici, nous avons déjà débuté certaines initiatives
avec la formation à Kassangou que nous avons ouvert. Et je crois d'ici 2-3 semaines, nous allons lancer une autre formation dans la province de la Chopo, à l'école de police de Kapalata, où 2000 apprenants sont en attente, mais nous sommes en train d'organiser la cérémonie officielle. Alors, Monsieur le ministre, on va passer à un autre sujet. On va parler tout petit peu politique. Vous avez, quand je parle vous en tant que personne, en tant que ministre, mais également votre ministère suspendu les activités du parti de l'ancien président Joseph Kabila. Et on a vu qu'un grand nombre d'opposants s'est réuni autour de l'ancien président Joseph Kabila il y a quelques jours à Nairobi. Est-ce que vous allez également, parce que si le PPRD a été sanctionné, c'était parce que le gouvernement accuse Joseph Kabila d'être en association ou de soutenir le M23, allez-vous également suspendre les chefs, les partis politiques dont les chefs étaient aux côtés de Joseph Kabila? Bon, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, nous sommes au courant de cette réunion organisée et nous sommes en train de suivre. Les services sont en train de travailler. Il est vrai que nous attendons les rapports de nos services pour en savoir un peu plus. Nous sommes conscients que ça inquiète l'opinion de voir des compatriotes se regrouper dans un cadre qui apparaît, je peux dire, suspect par rapport à la sécurité et à l'intégrité nationale, parce que l'initiateur ou les initiateurs de cette réunion font déjà l'objet de condamnations judiciaires, des condamnations sur des faits graves concernant la sécurité et l'intégrité de la République. Donc nous sommes en train de suivre, nous verrons de quoi il en ressort et si cela a amené à des présomptions de culpabilité des uns et des autres. Mais parce que vous parlez des partis politiques, il faut savoir que les partis politiques sont organisés sur base d'une loi. Et la loi donne des garanties ou des possibilités à ceux qui s'engagent dans la gestion des partis politiques à une participation à la vie publique et à la vie politique nationale, avec des objectifs précis. Et ces objectifs se résument dans la vie démocratique de la politique nationale du pays. Je peux comprendre que vous n'avez pas encore décidé s'ils seront suspendus ou pas, ou c'est en vue non, ou pas. Je ne peux pas vous dire ici que quelque chose a été décidé dans ce sens-là. Il y a une administration, il y a des services qui travaillent. Je recevrai nécessairement des rapports à temps utile et on prendra des orientations. Est-ce que les faits qui sont reprochés à l'ancien président de la République, parce que vous étiez le premier à les relever, ce sont des faits qui restent secrets ou vous pouvez le dire au grand public, des faits qui prouvent que Joseph Kabila soutient effectivement le M23? Ce ne sont pas des faits secrets. L'ancien président de la République est aujourd'hui un chef rebelle, un chef de guerre. C'est le patron de cette rébellion qui martyrise, terrorise nos populations depuis aujourd'hui près de 3 ans. Il en est le chef. Et c'est des faits très graves. Il a brisé le pacte républicain. Il est allé en totale contradiction, violation d'une loi qui lui donne les avantages d'ancien président de la République. Il s'est retourné contre la République. Il a pris les armes en connivence avec une armée étrangère contre la République. Il fait vivre le martyre aux populations congolaises, ces populations-là qui lui ont donné le suffrage, pas une fois, qui lui ont donné le suffrage. C'est des faits extrêmement graves. Moi, j'observe, je vois
des fois assez difficile à comprendre que des hommes politiques puissent supporter, puissent soutenir des faits aussi graves. Ces populations qui sont en souffrance, en errance depuis 3 ans. Retenez par exemple une chose. Et il l'a fait de la façon la plus hypocrite possible. On parlait des partis politiques. Effectivement, la République, c'est une société qui s'organise. Je parle de Sun City. Nous avons pris des résolutions à Sun City, dont celle organisant les partis politiques, qui a mis en place la loi 004. Il a créé son parti politique. Il a attiré des Congolais dans ce parti politique. Il les a engagés dans le militantisme pour soutenir son action politique. Et un bon matin, sans rien leur dire, il a neutralisé son propre parti politique, sans leur dire que lui était en train d'organiser une rébellion. Avant 2023, il était déjà dans son action. Les services le suivaient. Mais il n'a pas voulu dire à ses militants que lui allait en guerre. Il les a laissés errer. Il les a empêchés de participer aux élections de 2023 parce qu'il était en train d'organiser la rébellion. C'est déjà très grave. Est-ce que c'est une main tendue que vous faites au collaborateur Joseph Kabila? Pour dire Joseph Kabila vous a menti? La majeure partie des Congolais qui ont eu à participer à l'action politique de ce parti-là l'ont quitté. Beaucoup avec de regrets parce qu'ils ont cru en une action républicaine. Mais ils réalisent aujourd'hui que ils avaient un leader qui avait des ambitions ou qui était dans une organisation anti-républicaine, contre la République. Mais monsieur le ministre, vous accusez Joseph Kabila d'être le patron de l'AFC M23. En même temps, le gouvernement congolais est en négociation à Doha avec le M23. Ça veut dire avec Joseph Kabila? C'est pas paradoxal? Non, mais nous venons de parler du PPRD. Je vous dis qu'aujourd'hui, la majeure partie des Congolais qui ont participé à l'action de ce parti ne sont plus avec ce parti. Mais non, Joseph Kabila qui, selon vous, maintenant, qui est le patron nous avons une rébellion qui occupe une partie du territoire. Soutenue par Joseph Kabila, selon vous? Exactement. Et vous négociez avec cette rébellion à Doha? Oui. Donc ça veut dire que vous négociez avec Joseph Kabila? D'une certaine manière, mais remarquez ceci, au grand jamais, hypocrite qu'il est, il n'a assumé son rôle de leadership. Nous vous le disons par rapport aux informations, aux renseignements que nous avons. Et vous êtes journaliste, le jour où vous aurez l'opportunité de rencontrer ceux qui animent officiellement cette organisation-là, M23, ils vous le diront. Mais nous ne sommes pas autorisés, hein, les journalistes, d'aller faire des interviews avec le M23. C'est pour ça que je dis le jour où vous aurez l'occasion. On ne peut pas, parce que le jour où vous aurez l'occasion, on aura des problèmes de sécurité, monsieur. Le jour où vous aurez l'occasion, ouais, ils vous le diront. Donc, c'est connu des personnes initiées à avoir ce type d'informations. Mais l'hypocrisie de la personnalité de Joseph Kabila fait que jusqu'à présent, il refuse d'assumer le rôle de leadership qu'il joue. Nous nous sommes engagés en tant que gouvernement dans un processus de paix en toute responsabilité parce que nous avons ces obligations-là et ce rôle-là de donner la paix à nos populations. C'est ça notre rôle. Alors, puisque le gouvernement est en négociation avec le M23, et si dans les cadres des mesures de décrispation du conflit, le M23 demandait au gouvernement l'annulation de la condamnation à mort de Joseph Kabila, le feriez-vous? Bon, c'est des questions. C'est des questions qui peuvent se discuter dans un processus de paix. Mais maintenant, nous sommes un État, un gouvernement, il y a un pouvoir judiciaire et tout ce qui va avec. Et puis, il y a des responsabilités. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a des responsabilités. Vous croyez que ces millions de Congolais
qui ont erré, 7 millions, on les a comptabilisés, 7 millions de déplacés internes pendant près de 3 ans, en souffrance dans le Nord Kivu, des territoires comme le Nyiragongo, Rutshuru, Masisi, ont été dépeuplés par cette action-là d'un ancien président, une personne qui a eu à bénéficier du suffrage de ces populations-là. Ils ont, à l'occupation de la ville de Goma, ils ont démantelé tous ces camps, obligeant ces Congolais, sous prétexte d'une prétendue libération, à retourner dans leur village. Mais allez-y faire des enquêtes. La plupart, en remontant dans leurs collines, ont trouvé d'autres populations étrangères occupant leurs maisons et leurs champs. Ça, c'est l'action de M. Joseph Kabila. Alors, Monsieur le ministre, on va parler d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre dernièrement. C'est la main tendue du président de la République à Paul Kagame, au président Kagame. Certains y voient un aveu de faiblesse face à l'agresseur. Qu'en pensez-vous? Non, ça n'a rien à voir avec un aveu de faiblesse. D'abord, qui ignore que nous sommes dans des processus de paix? Parce que la réalité, elle est là. Peut-être ce qui a choqué, c'est qu'on le dise, derrière ce qu'on appelle le M23, il y a une armée étrangère, c'est l'armée rwandaise, qui est dans les territoires occupés. C'est l'armée du président Kagame. Nous sommes ici à Washington dans un processus de paix. Alors que le président Félix Tshisekedi le rappelle et le dise publiquement devant d'autres de leurs pairs, en sollicitant qu'ils s'engagent davantage tous les deux à mettre plus rapidement fin à ces souffrances de la République, des populations de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est en toute responsabilité et je soutiens l'action du chef de l'État. Alors, vous l'avez dit, le gouvernement congolais parle de l'agression du Rwanda en République démocratique du Congo. Pourtant, dans l'accord signé à Washington DC, il n'est pas clairement dit qu'il s'agit d'un pays qui a agressé un autre pays. Et le Rwanda parle de mesures de sécurité. Vous êtes juriste et je pense, quand on parle en termes de conflit entre pays, quand un autre pays a ses forces armées dans un autre pays, ça c'est de l'agression. Mais le Rwanda a réussi à faire dire à la RDC qu'il s'agit des mesures de sécurité pour se protéger en mettant ses troupes en RDC. N'est-ce pas là un aveu de faiblesse, monsieur le ministre? Ce n'est pas un aveu de faiblesse. De toutes les façons, ici, il faut retenir que nous sommes, je le dis, dans un processus entre parties pour arriver à une finalité. La finalité, c'est la paix. Maintenant, dans un processus, il faut aussi avoir par moments les attitudes qui permettent à ce qu'on avance. Et c'est ça le plus important. Mais sinon, la présence de l'armée rwandaise, l'agression de cette armée étrangère, elle a été publiquement dénoncée. Mais pas dans l'accord. Au plus haut niveau. L'accord, d'ailleurs, n'est pas encore finalisé. Il est prévu une rencontre de haut niveau ici à Washington, donc on n'a pas encore finalisé. Mais cette question-là n'est plus une question sans réponse, c'est connu de tout le monde. Des résolutions au plus haut niveau en ont fait état. Donc je ne crois pas. Et quand le président de la République le dit publiquement en face, en présence du président rwandais, vous appelez ça encore un aveu de faiblesse. Mais c'est ce qu'il lui a dit. Mais quand il suffit que vous retirez et vous dites à l'organisation que vous parrainez de se retirer, on ira plus vite. Mais pourquoi vous revenez sur un document qui effectivement est écrit dans des termes... C'est un processus, monsieur le ministre. Quand la RDC accepte de signer un document qui parle
de la levée des mesures de sécurité. La RDC garantit la levée des C'est mesures. le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais. Maintenant, C'est une agression. mais la présence d'une armée étrangère dans un État souverain, c'est quoi? C'est la violation de son intégrité. C'est une agression. Mais est-ce que la levée des mesures de sécurité en tant que juriste existe entre deux pays, qu'un pays fasse créer des mesures de sécurité dans un autre pays? Pourtant, vous l'avez accepté ce terme-là. Non, monsieur le journaliste, je ne sais pas si c'est la phraséologie d'un texte, d'un processus de paix qui doit être le plus important. Je crois qu'il est connu de tout le monde. La République démocratique le dénonce depuis avant même l'atteinte de la ville de Goma, que le Rwanda Agresse la agresse la République démocratique du Congo, que le M23 AFC n'est qu'un supplétif. On le dit chaque jour. Je ne sais pas pourquoi vous allez revenir sur une phraséologie. Et c'est connu de tout le monde. Parce que dans un contrat, c'est important. Écoutez, je vais vous dire, moi, si j'ai eu à participer activement aux activités du processus de Doha, ce n'était pas pour rencontrer, d'ailleurs je ne les ai jamais rencontrés, les membres du M23. J'y suis allé parce que mon homologue ministre de l'Intérieur du Rwanda y était présent. Et les séances de travail que j'ai eues en tant que ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo, ce n'était qu'avec mon homologue rwandais. Donc, ce n'est pas des questions sur lesquelles on peut revenir ou en faire un problème. Alors, parlons, on va chuter par cette question sur l'octroi de visas par le M23 aux ressortissants étrangers qui vivent dans les territoires qui sont aujourd'hui occupés. Comment est-ce que vous comptez dealer avec cette situation, monsieur le ministre? Non, je crois que ce n'est soit c'est une ignorance des principes internationaux, ou une communication pour embêter les uns et les autres, mais je ne vois pas comment cela pourra se faire et quel est même ce pays, à part peut-être le Rwanda, ou ceux qui les soutiennent, qui va apporter ou tendre son passeport pour obtenir un quelconque document d'entrée. Et s'ils le font, ce serait? C'est extrêmement difficile qu'ils arrivent à le faire. Voilà, monsieur le ministre, merci beaucoup. Peut-être on va finir avec un dernier mot. Si vous devriez aujourd'hui vous adresser aux Américains qui veulent venir investir en RDC pour la fin de cette émission, que leur diriez-vous? Je leur dirais qu'il y a beaucoup de potentialités en République démocratique du Congo et qu'en termes de sécurisation, nous avons un bon nombre d'initiatives. J'identifie principalement déjà notre nouvelle politique de gouvernance sécuritaire que nous sommes en train de mettre en œuvre et que nous vulgarisons, qui est un appui significatif à la gouvernance sécuritaire avec les comités locaux et provinciaux que nous mettons en place. La loi de programmation de la réforme de la police, qui est un engagement ferme qui va permettre à ce que la police monte en puissance. Et là, je les invite aussi à venir y participer parce qu'il y a des opportunités de marché. Et nous avons, nous, au niveau du ministère de l'Intérieur, l'ambition de bénéficier de l'expertise des services de l'ordre public des États-Unis d'Amérique. Et concernant le milieu des affaires qui sont dans les mines, je les fais savoir que la Commission nationale de lutte contre la fraude minière a été fortement réactivée. Elle fait l'objet aussi d'un processus de réforme. Et nous sommes, nous, le ministère de l'Intérieur, nous avons le leadership de cette commission-là. Et nous sommes dans un bon nombre d'actions qui va améliorer sensiblement le climat des affaires dans ce domaine. Donc c'est pour moi l'occasion de les rassurer et de les inviter non seulement à investir, mais aussi à
participer à cette modernisation du système de l'ordre public en République démocratique. Monsieur le ministre, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Au nom de Dadi Balaoué et Junior Makolo qui étaient derrière la caméra, je vous dis un grand merci. Merci de continuer à suivre le programme de Kinshasa Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.